Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Deuxième jour de deuil national suite à l'attentat suicide dans le camp du MOC à Gao. 2 jours seulement avant la fête de l'armée, donc demain, Gao a été frappé. Le bilan s'alourdit. Le président de la République a effectué un déplacement à Gao aujourd'hui. Jeudi 19 janvier, auditeurs et téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Comment va se passer ce 20 janvier dans un contexte de deuil? Quelles sont les perspectives de l'armée dans un tel contexte? Les réformes de l'armée sont-elles en train d'être efficaces? Le MOC pourra-t-il se relever après cette éprouvante attaque? Nous ferons le point avec nos invités. Il s'agit de Manga Dambélé, il est le responsable en chef du SIGMA, ancien ministre de la Communication. Le SIGMA, donc, c'est le Centre d'information gouvernementale du Mali. Alassane Gaoukoué, il est spécialiste des questions sécuritaires. Mamadou Diouara sera avec nous sous peu, il est sociologue. Baba Dakono, il est chercheur, il est déjà en ligne avec nous. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Fili Dambélé. Le grand dialogue. Fondée le 10 octobre 1960 après l'indépendance, l'armée malienne célèbre son 56e anniversaire dans un contexte de deuil national. La Grande Muette est en pleine reconstruction avec l'EITM et Cap Sahel, mais aussi avec un recrutement massif de 5000 soldats qui est prévu. Nous avons en ligne Manga Dambélé, ancien ministre de la Communication, et le directeur du SIGMA, c'est le Centre d'information gouvernementale du Mali. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, j'imagine qu'on a également dans ce studio Alassane Gaoukoué, il est spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir, monsieur Gaoukoué. Bonjour, comment monsieur expliquer déjà cette attaque au sortir du sommet, surtout 2 jours, à 2 jours du 20 janvier, du 56e anniversaire de l'armée? Voilà, donc je vous remercie. Tamani donc de m'avoir invité et en même temps donc de me donner le privilège donc de me prononcer sur une question dont je ne suis pas spécialiste, il faut le préciser. Je suis ni militaire et j'ai pas fait donc des études en sécurité, mais je suis universitaire et en même temps donc je mène donc des recherches. Donc comment expliquer cet attentat très tragique à Gao? D'abord il faut reconnaître que le Mali depuis 2012 est en guerre contre plusieurs ennemis, le Moujao, le MLNA, etc., etc. Et depuis donc cette date, l'intervention française en 2013, donc le Mali n'a pas pu donc juguler donc les menaces et tous les jours, alors ces menaces prennent donc des formes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu le sommet à Bamako qui a été sécurisé pour lequel plus de 10 000 soldats donc ont été mobilisés et tout s'est bien passé grâce à Dieu. Alors à Gao, ce n'est pas le cas, il n'y a pas 10 000 soldats. Bien sûr, il y a l'AMISMA, il y a la France, il y a l'armée malienne et justement, Gao est censé être une région militaire très forte avec une grande présence militaire. Exactement, mais nous avons donc des bandits, des criminels qui n'usent pas donc très souvent donc de façon classique pour attaquer. Donc ce n'est pas une guerre frontale, c'est vraiment la dissimulation, le camouflage. Et je pense que ce qui est arrivé donc c'est des gens qui ont utilisé donc l'uniforme militaire, qui ont utilisé donc les véhicules du MOC, qui sont infiltrés très tôt le matin au lieu donc de rassemblement. Et malheureusement, celui qui était au volant et qui devrait se faire exploser, avant de le faire, il a d'abord piétiné avec son véhicule plusieurs militaires avant de se faire exploser. Il y a eu beaucoup de morts. Et j'ai même un beau-frère qui est décédé malheureusement, donc qui fait partie donc des militaires maliens, donc les 200 militaires maliens qui faisaient partie. Donc je pense à toutes ces victimes civiles militaires qui sont au service de la nation malienne, qui sont morts. Donc j'adresse à leur famille et à la nation tout entière donc mes condoléances les plus sincères. Merci monsieur Gaoukoué. Manga Dambélé est avec nous. Manga Dambélé, vous êtes ancien ministre et patron du SIGMA, c'est le Centre d'information gouvernementale du Mali donc. Alors comment va se passer justement ce 20 janvier? Permettez-moi d'abord, contexte oblige, de m'incliner devant la mémoire des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Dans un tel contexte, le 20 janvier va se dérouler dans la méditation et dans l'engagement, la détermination de poursuivre coûte que coûte
la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est un passage obligé. Nous sommes convaincus, nous, qu'il existe encore des ennemis de la paix. Mais cette paix, nous allons l'imposer s'il le faut. Alors, dites-moi, il y a plusieurs personnes qui se posent aujourd'hui cette question-là. Est-ce que le président de la République va effectuer justement son dépôt de chèque habituel à Gao demain? Bon, je ne connais pas bien l'agenda du président de la République, mais ce qui est déjà une réalité, c'est que le président s'est rendu sur place à Gao, au chevet des blessés. Merci, Manga. Là, c'est déjà un acte fort. Maintenant, le dépôt de gerbes, c'est une tradition. Il y aura bien entendu une prise d'armes au niveau de certaines garnisons. Comme d'habitude, la tradition sera respectée. Le président a déjà effectué la visite à Gao. Je ne connais pas bien son agenda, s'il sera là ce soir ou s'il va procéder au dépôt de gerbes à Gao. Merci donc, Monsieur le ministre. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous avons Baba Dakono en ligne. Baba Dakono est analyste et chercheur. Alors dites-moi, Baba Dakono, à qui profite, on a vu que Almoura Bitoun a revendiqué cette attaque de Gao. À qui profiterait justement? Est-ce que ça profiterait uniquement aux islamistes ou il y a un quelconque groupe qui peut aussi en tirer un bénéfice? Bonjour Ousmane, bonjour à tous les auditeurs, et à la suite de mon prédécesseur, nous présentons nos condoléances à toutes les victimes de ce qui s'est passé à Gao et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Par rapport à votre question, ça profite à tous ceux qui sont en dehors du processus de paix. Comme vous le savez, c'est pas seulement les groupes armés terroristes qui sont en dehors du processus de paix, mais de nombreuses autres personnes en dehors de ces groupes armés sont en dehors de ce processus de paix. Alors en l'occurrence qui? En l'occurrence, certains leaders des localités dont il est question, en l'occurrence d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs membres ni des groupes terroristes, mais qui sont des acteurs aujourd'hui, depuis fort longtemps d'ailleurs, impliqués dans toute la criminalité organisée dans cette zone, qui ne souhaitent pas perdre tout le contrôle qu'ils ont aujourd'hui et qui leur permettent de développer davantage leur activité tout en ayant le contrôle sur certaines localités. Donc je crois qu'on a eu l'occasion de le dire, en occultant l'impact du crime organisé sur le processus de paix, on risque d'ignorer certains acteurs, comme votre question le rappelle, des acteurs à qui aujourd'hui profite toute cette déstabilisation. Merci Baba Dakono, restez donc connectés pour la suite de cette émission. Justement, Alassane Gaoukou, vous êtes chercheur et spécialiste des questions sécuritaires. Est-ce qu'on doit parler ici de défaillance sécuritaire, de complicité, de négligence? Moi, je pense que toutes les hypothèses doivent être retenues. C'est-à-dire que le Mali, cette partie du Mali qu'on appelle le nord du Mali, c'est une région donc très complexe, avec des acteurs très complexes, très changeants, très mutants. Et il faut le reconnaître, il y a beaucoup des intérêts en jeu, des intérêts invisibles, mais aussi souvent des acteurs extérieurs aussi, qui font un jeu sournois et en même temps qui manipulent certains acteurs locaux qu'on peut appeler moins violents, moins criminels, mais qui ne sont pas aussi moins violents ou moins criminels, qui sont des bandits de toute façon. Donc je ne pense pas que ça soit toujours comme on le dit. On a tendance à accuser souvent l'armée malienne d'être défaillant, de somnoler et en même temps d'être très léger dans le dispositif militaire. Mais comme je l'ai dit, au nord du Mali, il y a des grands criminels, des grands professionnels, et c'est des gens qui ne dorment pas. Et vous savez très bien, quelqu'un qui veut vous nuire, c'est-à-dire qu'il a tout le temps de vous nuire. C'est plus facile de détruire que de bâtir. Et
on a regroupé, et je ne sais pas comment, donc les officiers maliens ont accepté, donc avec le concours de la MISMA ou de la France, de réunir sur le même site, je veux dire, donc dans le Moc oblige. Oui, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on est dans le domaine militaire, tout est très sensible. C'est-à-dire que si vous prenez les gens de la CEMA qui sont venus, on ne sait pas qui sont-ils, c'est des Mauritaniens, c'est des Sahraouis, c'est des Libyens, il y a toutes sortes d'individus parmi eux qui ont des passés donc très sulfureux. Donc s'il faut amener tous ces gens-là juste dans le cadre de la paix, donc pour les mettre, c'est-à-dire donc dans le même enclos donc que les militaires maliens, je pense que c'est déjà une source d'insécurité. Donc c'est vrai, il faut les regrouper sur des sites différents. Et quand on a besoin donc d'aller sur le terrain pour patrouiller, donc on les fait sortir. Mais le fait même de les mettre ensemble, donc il peut y avoir des infiltrations. Et vous savez très bien, quand la CEMA donc voulait rentrer à Gao, il y avait une opposition nette des jeunes de la jeunesse de Gao. Pendant plusieurs jours, il a fallu donc des négociations ardues donc pour qu'ils soient acceptés. Alors donc ils sont rentrés et il y a des mécontentements certes de tous les côtés. Donc ça peut être aussi donc pourquoi pas une façon de se venger, un règlement de compte, etc., etc. Donc je pense que il y a beaucoup donc d'enjeux, sans oublier que il y a des gens qui se réclament du djihadisme qui sont infiltrés, donc qui peuvent aussi saboter. Et c'est très complexe. Toutes les hypothèses donc doivent être retenues. Et je pense que l'armée malienne doit être très vigilante. Et je pense qu'on doit revoir donc tous nos dispositifs, être plus opérationnels, plus mobiles et ne plus accepter que tout le monde soit regroupé. Je pense qu'on doit avoir des caméras de surveillance, on doit avoir beaucoup de choses donc pour contrôler l'identité même des gens qui sont du MOC. Merci à vous. Manga Dambélé, dites-moi, on a vu aujourd'hui qu'il y a eu un vent de panique à Ansongo, à 95 km de Gao, la rumeur d'un véhicule piégé qui circulait depuis hier dans la ville. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vous dire, j'entendais tout à l'heure à qui profite ce crime. Et moi, je ne veux pas qu'on fasse une différence entre des terroristes. Terroriste égale terroriste. Et il n'y a pas de sécurité absolue. Cela est vrai. La réponse pour des missions de ce genre, la réponse c'est la vigilance, la détermination. Les terroristes visent à saboter le processus. L'important pour nous c'est de démontrer que ces actes ne nous feront pas dévier. Vous savez, c'est une guerre qu'on appelle asymétrique. Cela signifie quoi? Ce n'est pas une guerre conventionnelle classique. Mais l'essentiel pour nous, que les gens comprennent que cette paix-là, nous allons l'imposer. L'imposer, ça voudrait dire que quels que soient les actes qu'ils vont poser, il faut s'y attendre. Quels que soient les actes, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour imposer la paix. Alors, dites-moi, Manga Dambélé, comment les patrouilles du MOC qui ont été reportées à quelques reprises pour raisons sécuritaires, comment ceux qui doivent nous sécuriser n'arrivent pas à sortir justement pour raison d'insécurité? Encore une fois, je reviens à ma logique. Il est important que nous comprenions que la sécurité s'impose. Nous allons imposer la sécurité, la paix. Et si on croise les bras pour dire que nous ne pouvons pas opérer, nous ne pouvons pas mener les patrouilles mixtes, qu'est-ce qui va imposer, qu'est-ce qui va sécuriser les populations? Qui va sécuriser les populations? De toutes les façons, moi je dis, une chose est claire, ce n'est pas une proposition, l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est une décision, c'est une volonté, c'est un engagement. Nous connaissons, nous savons qu'il y a des écueils. Le chemin de la paix est tortueux, c'est normal, nous comprenons cela. Mais il faut que les gens comprennent également que nous avons la lourde mission, nous avons l'obligation de faire en sorte que cette paix soit imposée, que cet accord soit traduit en réalité. Et cela, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas une autre alternative. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas facultatif. Merci Manga Dambélé. Nous prenons quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci donc de rester connecté au grand dialogue du studio Tamani. Nous parlons de la fête du 20 janvier de l'armée, 56e anniversaire de l'armée, dans un contexte de deuil national. Alors, Babada Kono, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Alors dites-moi, comment expliquer justement ces différents reports des patrouilles du mécanisme opérationnel conjoint, reports qui, pour des raisons de sécurité notamment, le MOC qui devait commencer ses patrouilles s'est vu justement poussé en avant, reporté avant-hier, hier et finalement avant ce fatidique événement. Comment expliquer justement que ceux qui doivent nous sécuriser n'arrivent pas à sortir pour raison d'insécurité? Vous voyez, hein, on a l'impression que au Mali, sur certains aspects, on est dans un éternel recommencement. Le MOC a l'exemple d'autres mécanismes quand ils sont pensés. On se rend compte dans la mise en œuvre que la solution elle-même pose plus de problèmes que le problème premier lui-même. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a essayé de résoudre le problème par une solution, je ne dirais pas hâtive, mais par une solution où tous les angles n'avaient pas été aplanis au préalable, on se rend compte dans la mise en œuvre que la solution elle-même devient plus problématique. C'est à l'exemple du MOC. Les problèmes d'équipement, les problèmes de moyens du Mali face à tout ce qui est requis dans le processus de paix étaient connus, étaient au cœur des discussions. Et justement, le MOC, pour un premier démarrage, c'était ces questions de moyens, c'était ces questions d'équipement et encore c'était ces questions techniques. Donc il aurait été important, il est toujours d'ailleurs, d'analyser en fait l'opérationnalité des solutions qui sont pensées pour que les solutions ne posent pas plus de problèmes que le problème lui-même. Mais permettez que je revienne un peu par rapport à l'intervention de M. Dambélé tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, une analyse, la prise en compte, c'est-à-dire l'ouverture de l'État du Mali à toutes les opinions, à toutes les analyses s'impose. On est en train de parler d'imposition. J'estime que si l'État du Mali avait aujourd'hui la possibilité d'imposer la paix tel qu'il ressort dans le discours, ce qui s'est passé à Gao ne se serait pas passé et beaucoup d'autres événements ne se seraient pas passés. Il est important aujourd'hui de sortir de ce discours politique pour prendre en compte toutes les considérations. Tout à l'heure, avant M. Dambélé, quelqu'un a parlé du fait que les gens sont mis ensemble et ils ne se connaissent pas. Oui. Ils ne se connaissent pas. Ça, c'est le problème de l'intégration. On savait que ça allait venir dans le cadre de ces patrouilles mixtes. Et ces angles n'avaient pas été aplanis avant que ces patrouilles mixtes ne soient mises en place. On est obligé d'y aller, certes, mais il faut y aller avec la stratégie, il faut y aller avec toutes les solutions explorées et explorables. Est-ce que vous pensez qu'il y avait donc des préalables avant le mécanisme opérationnel conjoint, des préalables comme le DDR par exemple? Dans tout le processus de paix, il y avait des préalables. À un certain moment, on avait pris le problème par le bon bout, c'est-à-dire on dit on va tirer les enseignements des anciens processus, des anciens accords qui avaient été signés pour que cette fois-ci nous ne retombions dans ce qui se faisait, c'est-à-dire on va utiliser les leçons apprises. Mais ça a été vite abandonné, non seulement en termes de débats nationaux, des débats locaux, des débats régionaux, mais également en termes de mécanismes qui devraient être opérationnels dans la mise en œuvre du processus de paix. À l'exemple du MOC, qui devrait précéder cette question d'intégration ou autre. Si jamais intégration, il devrait y avoir. Donc dans ce mécanisme, il fallait donc prendre en compte le fait que des gens se rendent ensemble sans d'abord une approche commune, mais également sans se connaître avec une certaine méfiance. Il fallait également prendre en compte les questions de moyens et les questions de disposition, mesures d'accompagnement, dit-on dans le jargon populaire, qui devraient accompagner ce mécanisme. Alors, Baba Dakono, je vous souligne juste que dans notre émission d'hier, on avait un représentant de la CMA. On lui a justement posé cette question-là par rapport à cette méfiance entre les gens. Il nous a répondu simplement que les gens, des frères d'armes se sont retrouvés parfois, des gens qui se connaissaient se sont retrouvés, donc c'était beaucoup plus facile. Alors, parlons un peu de l'armée, M. Alassane Gaokoué. Est-ce que vous pensez justement, à la veille du 20 janvier, que les formations de l'Union européenne et de ECAP Sahel sont en train d'avoir des résultats sur le terrain? Voilà, donc permettez-moi d'abord d'ajouter un peu à ce que M. Dakono a dit. C'est-à-dire que d'abord, les éléments, il y a beaucoup d'éléments dont on ne tient pas compte. Et je pense que le processus donc, est surtout assuré donc, par l'AMISMA.
Et on sait très bien, donc, avant d'arriver donc, au regroupement, il y a eu beaucoup de difficultés. Hein. Et la CEMA a été incapable très longtemps donc, de mobiliser le nombre donc, de soldats dont il avait besoin. Il n'avait pas donc, de soldats. Donc il fallait partir dans les brousses, requérir les gens, donc, venir à Bamako acheter des gens pour les amener. Donc il n'avait pas donc, les soldats. Ça, c'est connu. L'armée dit avoir procédé à une sélection, à des vérifications. À une sélection et à la vérification. À une vérification. Ça, c'est la deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand vous dites qu'il y avait hier un représentant de la CEMA qui vous dit comment donc c'est des frères qui se connaissent, voilà. Et certains d'entre eux. Certains d'entre eux, moi je me dis que c'est là d'abord le problème. Parce que c'est des gens, c'est des soldats déserteurs de l'armée malienne quand même, hein, qui ont égorgé des gens à Aguelhok, qui ont égorgé donc des gens à Tessalit. C'est à ça voilà, donc, servi les enquêtes de l'armée. Exactement, donc il y a des bandits parmi eux. Et on sait très bien comment donc tout le jeu politique donc, pour faire accepter donc, ces gens-là. Donc quand vous voyez donc celui qui attire votre frère, votre compagnon, et quand il vient encore avec d'autres, c'est déjà la psychose. Et je pense que les gens de la CEMA, comme certains donc, des Gacha, donc l'armée ne doit pas avoir confiance en eux. C'est l'armée, c'est la vie, et ils ne doivent pas avoir confiance. Et je me dis, si j'étais officier militaire, je n'accepterais jamais de mettre dans le même enclos nos militaires et en même temps donc ces gens qui sont venus. Parce qu'on a l'expérience même, l'expérience donc de la commission de cessez le feu, sans couper. Hein. Il y a, ce que vous dites est très intéressant. Voilà. Hein. Voilà, donc je vais juste revenir à l'armée un peu, l'efficacité donc des formations de l'Union européenne. On a vu plusieurs bataillons, Sigui, Elou. Moi, vous savez, j'ai des amis d'abord des promotions de classe qui ont subi certaines formations et que certains même ils ont quitté. En fait, l'Union européenne a débarqué, donc c'est pour nous accompagner. Mais je vous dis, hein, quand vous échangez avec beaucoup de nos militaires, ils ne sont pas satisfaits. Parce que ce qu'on vient leur apprendre, ils le maîtrisent déjà. Nos militaires, c'est des militaires aguerris, c'est des professionnels, c'est des gens... Comment expliquer, voilà, comment expliquer la débâcle de l'armée? Mais la débâcle de l'armée, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que, le MRNA n'a jamais bâti l'armée malienne. Ça, il faut d'abord que ça soit très clair. Et il y a des preuves pour ça. Ça, c'est un. De deux, c'est-à-dire qu'on sait très bien la manière dont l'armée malienne, et je rends hommage aujourd'hui, à la veille donc du 20 janvier, hommage donc à Sékou Traoré Dibad, qui était un de nos anciens étudiants à la Flash, qui a été assassiné. Hein? Malgré les assauts répétitifs donc, des Émirats, ils sont partis chasser donc, les gens de IAD qui sont venus s'ajouter à eux. Et pendant donc, du 17 au 24 janvier, ils ont tenu. Ils étaient obligés d'aller prendre donc, les élèves de l'IFEM comme bouclier. Et malgré les assauts, l'armée a tenu. Et il y a eu des tentatives de l'armée malienne, conduite par le général Meïdou, qui a avorté parce qu'il y a eu une embuscade. Il y a eu donc des tentatives donc, de Tessalit pour aller sauver. Ils ont échoué. Il y a eu malheureusement le général Gamou, donc, qui est venu à la dernière minute, qui n'a pu constater que les gens qu'on a tués. Donc l'armée a été, c'est-à-dire que écrasée, parce que d'abord, il n'y avait pas de coordination entre les différentes unités, à Tessalit, à Gao et autres. Ça, c'est un. Et à l'intérieur même de l'armée, il y a beaucoup d'intérêts. Hein, beaucoup d'intérêts. Et sans oublier, bien entendu, on n'avait pas suffisamment d'effectifs. Et le peu de matériel qu'on devrait utiliser, les 2 hélicoptères qui étaient dans la région en ce temps, n'ont pas été utilisés. À Menaka, par contre, ça a été utilisé et ça fait fuir donc, les éléments donc, du MRNA. Donc je me dis, quand on dit débâcle, en fait, souvent c'est pour exagérer. Et dans cette débâcle aussi, il y a le contexte international. On sait très bien qu'il y a beaucoup de bandits qui sont venus de la Libye avec des armes lourdes. Et il y a eu beaucoup donc, de soldats commandés des anciens rebelles intégrés dans les années 94 qui ont déserté, qui sont partis avec des armes et bagages. Ça, on ne le dit pas. Et aujourd'hui, si on a même ces mêmes bandits encore pour les regrouper à Gao, pour en faire des militaires, mais demain ça va être plus grave, ça va être un couac. Et ça, les officiers, la société malienne ne doit pas accepter, même si la mission, même si la communauté internationale existe, on ne doit pas l'accepter. Même si l'accord le dit, hein, mais c'est pas, c'est-à-dire que l'accord, c'est quel accord? L'accord a été imposé au Mali. Et au moment où on l'a signé quand même. Non, mais on l'a signé, mais écoutez, la France est tenue de le respecter. Mais la France, je prends l'exemple de la France. Dans les années 1945, la France était obligé de signer, le maréchal Pétain était obligé de signer quelque chose, l'armistice pour dire que voilà. Et après, le général de Gaulle s'est enfui pour aller à Londres, lancer la paix du 18 juin pour dire qu'il n'y a pas d'accord et venir. Donc on peut vous imposer. Merci. Donc le Mali,
C'est-à-dire qu'il faut que les Maliens soient clairs. Voilà, je vais rapidement faire réagir Mamadou Diouara qui vient juste d'arriver. Bonsoir Mamadou Diouara, vous êtes sociologue et chercheur. Dites-moi, est-ce que on a vu plusieurs formations de l'armée malienne avec le ITM, avec ECAP Sahel, on a vu les bataillons Waraba, Sigui, Elou et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que ces formations-là sont en train d'avoir un impact concret sur le terrain? Oui, ces formations ont un impact. Elles ont un impact, on peut le constater à travers le changement de la situation. C'est vrai que les attaques ne se sont pas arrêtées, ça continue, mais le schéma a changé. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des attaques, même si on a des pertes en vies humaines et des blessés, on arrive quand même à repousser l'adversaire. C'est le cas hier soir qu'on appelle ça le poste, le checkpoint qui a été attaqué là. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de la ville. Et c'est le cas dans presque toutes les attaques qui ont lieu ces derniers temps. Même si on essuie quand même des pertes en vies humaines, l'armée résiste, on arrive à repousser. Aussi, les bataillons en question qui ont été formés, Waraba, Sigui, qu'on appelle ça Elou, elles font la ronde dans la montée au nord régulièrement. Dans la région de Tombouctou, un peu dans la région de Gao, un moment de la région de Kidal avant qu'il y ait malheureusement la débâcle. Mais partout où elles sont parties, en tout cas, elles ont pu faire un travail remarquable. Je pense que c'est un processus de reconstruction et de remise en forme des forces de défense et de sécurité dont les résultats ne peuvent pas être vu d'un claquement de doigts, mais qui demande quand même une certaine patience. Et il faut savoir que la formation n'est qu'un élément, une pièce de la chaîne qui constitue la reconstitution des forces de défense et de sécurité. Le temps de faire réagir Manga Dambélé. Voilà, rapidement. Manga Dambélé, le ministère de la Défense a annoncé un recrutement massif, 5000 hommes au sein de l'armée malienne. Est-ce que vous pensez que ce recrutement va faire la différence sur le terrain? Toujours, nous avons besoin de renforcer les capacités. À un moment donné, on parlait d'équipement. On a besoin de renforcer les capacités humaines. Le débat, il est intéressant, mais il y a des choses quand même que moi j'entends, je souhaite rectifier rapidement. Allez-y. Quelqu'un m'a parlé de discours politique en parlant d'imposer la paix. En fait, ce n'est pas un discours politique comme tel, mais ça veut simplement dire que, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, il ne faut pas abdiquer. C'est de cela que je veux dire. Et j'entends quelqu'un aussi dire que l'accord nous a été imposé. Mais où on va? On n'est pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Ça, c'est comme une remise en cause de l'accord. Nous sommes déterminés à traduire l'accord en acte, à mettre en œuvre l'accord. Donc, regardons dans la mise en œuvre, dans un processus, c'est une œuvre humaine, il y a des difficultés. Là où il faut rectifier, on pourra le faire. Mais il n'est pas question de remettre en cause l'accord comme si nous sommes en phase de négociation. La négociation est terminée. Alors, dites-moi, sur les 5000 hommes, est-ce que vous pensez justement que 5000 hommes est un nombre suffisant quand on prend l'effectif général de l'armée? Il est clair qu'on a besoin de renforcer les capacités, mais est-ce que ce n'est que ce recrutement ou est-ce qu'il y a d'autres défis tels que l'équipement, par exemple, l'équipement et les armements? Même en temps normal, l'armée c'est un tout. L'équipement, ça fait partie, les armements, mais le renforcement des capacités humaines est une exigence aussi. Là, je ne dis pas que c'est suffisant, ce n'est toujours pas suffisant parce qu'un État gère, travaille en fonction de ses capacités, de ses moyens. Nous ne recrutons pas pour dire à quelqu'un de s'occuper de ces éléments que nous allons recruter. Donc l'État recrute en fonction des besoins, en fonction des moyens. Ce n'est toujours pas suffisant, mais c'est un plus. Ça peut augmenter nos capacités de réponse. Merci. Baba Dakono également est en ligne. Baba Dakono est chercheur et analyste. Baba Dakono, 5000 éléments. Est-ce que vous pensez déjà que les choses vont se faire dans les règles de l'art quand on sait que pendant un bon bout de temps, il fallait être pistonné pour pouvoir rentrer dans les forces armées de sécurité. Vous pensez justement que ces recrutements vont se faire de manière claire? En tout cas, ça devrait l'être, vous l'avez dit, parce que dans la conscience collective au Mali, c'est que les recrutements ne se faisaient pas du tout suivant une certaine base éthique ou suivant des modalités où la neutralité était au cœur du processus. Au-delà de ça, les recrutements ont été perçus pendant de nombreuses années par les Maliens comme étant des recrues qui sont là par nécessité ou qu'il n'y avait pas cette
il n'y avait pas ce recrutement où les gens étaient là par engagement ou par vocation. Les gens étaient là par dépit en fait. J'avais pas autre chose à faire, j'avais pas le choix, je suis engagé dans l'armée. Donc cette fois-ci, encore une fois, je rappelle la nécessité de tirer les enseignements de tout ce qui se faisait par le passé. Même si ce n'est pas le cas, ça devrait être au cœur du processus de recrutement. Mais pour ajouter un peu plus à cette question de recrutement, c'est déjà un bon début. On ait la volonté de recruter 5000 hommes pour renforcer, il faut le rappeler, les troupes, parce que c'est essentiellement des hommes de rang. Mais les problèmes aujourd'hui de l'armée, ça a été dit par les observateurs, par les experts des questions militaires, vont au-delà du simple recrutement. Un seul exemple, par exemple, par rapport même à ce recrutement, il a été avancé par les observateurs, à titre d'exemple, qu'il y avait au niveau de la structuration de l'armée malienne un déséquilibre entre le nombre élevé, très élevé d'hommes de rang et d'officiers qui servent de liaison qui sont donc la colonne vertébrale entre les hommes de rang et les officiers supérieurs qui prennent les décisions stratégiques au niveau opérationnel traduit par les officiers et appliqué par les hommes de rang. Donc on a un déséquilibre, on a beaucoup trop d'officiers supérieurs, peu d'officiers avec beaucoup trop d'hommes de rang. Donc en fait c'est juste un exemple pour rappeler que les problèmes de structuration vont au-delà du simple effectif, qui n'est pas également à occulter et qui est très important à l'état où nous sommes. Merci. Quelques secondes de pause et nous reviendrons pour les différentes réactions. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Demain, c'est le 20 janvier, la fête de l'armée, 56e anniversaire de l'armée. Dans un contexte de deuil national, nous faisons le point justement des avancées aussi de l'armée. Mamadou Diouara souhaitait réagir très rapidement. Oui, très rapidement sur les 5000 hommes. Je vais d'abord saluer Manga et Baba Dakono, ravi de les retrouver ici. Donc sur les 5000 hommes qu'on veut recruter, je dis que c'est une excellente chose. 5000 hommes de 18 à 22 ans, ce qui est encore mieux. Oui, ce qui est encore mieux. Aujourd'hui, on ne cesse de parler de l'étendue extrême de notre territoire, de la difficulté d'assurer un véritable maillage effectif de ce territoire. On a perdu énormément d'hommes de 2012 à nos jours, peut-être même avant. Et on a un effectif très largement vieillissant. Parce qu'on sait que pendant les 10 ans de Alpha, après le processus d'intégration, il n'y a pas eu de recrutement. Donc il y a un véritable déficit en termes d'effectifs qui est en train d'être comblé. Premier élément. Deuxième élément, je vais un petit peu rejoindre un aspect de son intervention quand il fustigeait un peu l'intégration de ces ex-combattants rebelles qui vont venir dans l'armée. Bon, oui, on n'est pas à ce niveau, comme l'a dit Manga Dambélé, on a dépassé, mais c'est une réalité aussi qu'on doit prendre en compte dans ce qui est en train de se faire. Nous savons que ces gens-là viennent. C'est des gens qui étaient venus et qui après ont déserté, ils sont repartis pour attaquer. On ne peut pas reconstituer le dispositif de défense nationale en comptant essentiellement sur les milliers de combattants qui seront intégrés par le processus DDR. Donc le fait de recruter 5000 hommes après les 3000 recrutés en 2013, c'est déjà un message fort qui montre la volonté de l'État d'avoir une armée républicaine sous le contrôle de l'État qui ne dépendra pas des forces qui seront intégrées demain. Stratégiquement, c'est très important. Si on peut même faire plus, c'est tant mieux, quoi. Voilà. Merci. Alassane Gaoukou, quel est aujourd'hui le grand défi donc on parle beaucoup de renseignement. Est-ce que vous pensez qu'il est donné une place essentielle, le renseignement, qui est un maillon très très important de cette guerre que l'on mène contre le terrorisme? Est-ce que vous pensez que c'est un des défis majeurs à relever également? Bon, voilà, donc rapidement pour venir, donc je vais ajouter aussi. Donc je partage ce que M. Manga et Dakono ont dit, et en même temps Diouara, mon frère. Voilà, donc je suis d'accord, mais il faut améliorer. Et nous sommes dans le domaine militaire. Où est-ce qu'il faut améliorer? Voilà, il faut améliorer d'abord, c'est-à-dire que dans le mode de recrutement, et on peut faire un recul dans notre histoire. On sait que dans le temps, on passait dans les villages, prendre des gens. Et ceux qu'on prenait, c'est des gens très braves, très loyaux, très engagés. Ça, c'est un. Aujourd'hui, la pratique de notre armée, c'est très souvent les enfants des officiers, des sous-officiers, donc qui sont recrutés. Et souvent des gens inaptes, qui ne sont pas du tout opérationnels, ça, il faut le combattre. Un, deux, et très souvent, donc, le recrutement, ça concerne surtout ceux qui sont lettrés, qui sont partis à l'école.
qui ne sont pas forcément donc toujours les meilleurs combattants. Et ça concerne surtout les jeunes donc des villes. Ceux donc des zones rurales donc sont exclus. Ça, il faut le comprendre. Vous pensez qu'il faut étendre le recrutement aussi jusqu'au village, à ceux qui ne sont pas lettrés particulièrement, hein, que ce soit dans les villages ou dans les villages, partout. Ça c'est un de deux. Ensuite, il faut voir nos partenaires aussi, la qualité de nos partenaires. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, etc., etc. Et il y a eu beaucoup d'experts de l'Union européenne, des Allemands qui sont venus. Ils disent que l'armée malienne peut être remise sur pied en 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a la qualité des officiers supérieurs, on ne peut pas douter de ça. Ils ont fait les mêmes écoles, grandes écoles militaires en France, en Moscou, etc. Donc sur ce point, on ne peut pas douter d'eux. Donc c'est où le problème? Voilà, ça c'est un. De deux, c'est-à-dire il faut d'abord avoir confiance. On a l'impression que nos hommes politiques n'ont pas confiance en nos officiers. Et on pense que ce n'est pas des gens... Donc, voilà, donc les propositions que nos officiers font, il faut d'abord avoir confiance dans son armée. Ça c'est le premier point. Deuxième point aussi, il faut se méfier donc, c'est-à-dire d'amener les gens de l'Union européenne et en même temps donc de leur confier l'essentiel de la formation militaire. Il y a des officiers qui peuvent conduire l'opération, donc les autres pays peuvent venir. Et surtout, c'est plusieurs pays, la France, la Pologne, l'Allemagne, la Turquie, bon, beaucoup de pays, chacun a sa stratégie. Et je me rappelle très bien, très souvent quand on finit une formation, on distribue donc aux soldats conformes, quoi, des droits, un carnet de droits de l'homme. Vous pensez qu'on va faire des droits de l'homme avec des gens qui vous tuent? Mais je ne donnerai jamais à un militaire un manuel de droits de l'homme. Je vais le dire sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas justement un maillon important? Mais ce n'est pas un maillon essentiel. De ces droits de l'homme. Je vous dis, ça dit que les Maliens... Est-ce que c'est ce qui ne va pas justement faire la différence entre un militaire et un terroriste? Ça dit que c'est pas ça. Ça dit que les soldats américains, il y a l'exemple. Et Wikileaks commanderait des soldats français et des soldats américains qui ont utilisé des hélicoptères contre des civils en Irak. Ça, on ne le dit pas, ça choque. Non, attendez. Et ensuite, vous avez dit... voilà. Donc, vous avez dit 5 000. 5 000 soldats, pour moi, c'est une petite goutte d'eau. Vous savez, nous sommes 16 millions de Maliens. Et au moins, pour sécuriser donc le Mali, il faut 10% de notre population en militaire. C'est-à-dire qu'il faut au moins... Aujourd'hui, l'armée malienne doit être équipée, au moins, en termes d'hommes, c'est 160 000 hommes. La région de Gao, c'est 170 000 km². Les statistiques nous parlent de beaucoup au sein de l'armée malienne. Non, attendez simplement. C'est-à-dire que Gao seulement, c'est comme le Sénégal en superficie. Ménaka, c'est 7 fois, comment dis-je, la Gambie. Hein? Alors, je vais devoir vous reprendre la parole pour des problèmes de temps. Hein. Ce que vous dites est bien entendu très très intéressant. Alors, Manga Dambélé, le patron du Centre d'information gouvernementale du Mali, monsieur le ministre, dites-moi, que faut-il faire aujourd'hui face aux urgences? On n'a quasiment que des urgences au sein de l'armée. La sécurisation du territoire national est la plus grande priorité. La sécurisation des biens et des personnes est une des très très grandes priorités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces urgences qu'on a aujourd'hui? Bon, la question, elle est très simple. Hein. C'est ce que les terroristes veulent torpiller, ce processus-là, cette opération, le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. C'est un instrument pour sécuriser. Et en fait, l'accord est très clair. Hein. Les questions de défense et de sécurité sont régies par des principes d'inclusivité, d'unicité et de progressivité. Maintenant, absolument, il est quand même bon qu'on comprenne que les signataires de l'accord sont de bonne foi, qu'on se fasse confiance. Ok? Nous avons un ennemi commun, les terroristes. Alors justement, comment arriver à combattre ces terroristes-là s'il y a beaucoup trop d'hommes armés sur le territoire? Est-ce qu'il ne faut pas aller justement au DDR avant? Mais il est prévu dans l'accord le cantonnement, l'intégration, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion. C'est prévu. Je veux dire, avant le MOC, par exemple, est-ce que ce n'est pas un maillon essentiel? Bon, si c'est une question d'articulation, commencer par ceci ou cela, dans tous les cas, moi j'estime que lorsque les acteurs, les signataires sont de bonne foi, et comme je crois le savoir, parce que pour moi, quelqu'un n'a pas été obligé de signer. Nous sommes de bonne foi. Et nous avons la possibilité de mettre en œuvre cet accord avec les étapes qui sont prévues dans l'accord, notamment le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans les différents secteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser? J'entends les gens parler du territoire, il est très vaste.
Bien, le ratio, je ne veux pas dire autre chose, nous n'allons pas discuter les questions militaires en l'absence des militaires. Mais tout ce que je sais, c'est que nous avons besoin de nous adapter en termes de technologie, en termes d'armement, en termes d'hommes, en termes de formation. Je vous donne un exemple récent. Nous venons d'acquérir des aéronefs. Il est important, il est indispensable d'ailleurs que lorsque l'armée dispose d'équipements, qu'il faut que les hommes soient formés à l'utilisation, à l'entretien de ces équipements. Donc ça répond quelque part à cette partie, non seulement de modernisation de l'armée, mais de l'adaptation des capacités humaines à l'utilisation des moyens modernes. Parce que ce n'est pas une guerre classique, comme je le dis, c'est une guerre asymétrique. Nous allons la mener avec les moyens modernes, des hommes modernes, des hommes formés, reconstitués. Et là, c'est un objectif que nous devons atteindre. Si les gens comprennent comme ça, je crois que le problème ne se posera pas. Beaucoup sera fait. Alors, Mamadou Diouara souhaitait réagir très rapidement. Oui, rapidement, j'allais réagir sur la situation actuelle du MOC. Comme vous avez parlé de la nécessité peut-être d'aller au cantonnement avant. Et il faut comprendre quand même que le mécanisme opérationnel de coordination est un instrument, comme l'a dit Manga Dambélé, monsieur le ministre, qui doit jouer un rôle axial dans le processus dans le processus de DDR. Parce que le MOC, sous la coordination du comité technique de sécurité, doit assurer les patrouilles mixtes. Ces patrouilles mixtes ont pour mission de sécuriser la zone et de sécuriser aussi les sites de cantonnement pour permettre que ces sites puissent abriter les ex-combattants qui doivent être cantonnés. Donc le fait d'attaquer le MOC est un message fort de ceux qui ne veulent absolument pas que cela puisse se faire. Parce que si les patrouilles mixtes se font, le narcotrafic va avoir des plombs dans ses reins, ça c'est absolument clair. En dehors de ça également, les groupes islamistes qui se permettent aujourd'hui de mouver dans le territoire parce qu'ils peuvent se confondre, ils peuvent se faire passer pour soit la CMA, soit la plateforme, n'auront plus la possibilité de le faire parce que les combattants et de la CMA et de la plateforme participeront à ces patrouilles mixtes. Donc c'est extrêmement important que le gouvernement et les partis signataires de l'accord refuse de céder au coup qu'on vient de porter à travers l'attentat à Gao et se remobilise. On va faire réagir Baba Dakono très rapidement. Baba Dakono, très rapidement, en 2 mots, quelle est la solution face aux urgences qu'on a La solution, je vais rejoindre Diawara sur une partie, c'est qu'il ne faut pas occulter les questions de crime organisé, leur impact sur le processus de paix. La question du terrorisme est vraie, elle est véritable, mais il ne faut pas occulter la question du crime organisé qui a un impact aussi important que le terrorisme sur le processus de paix. Et comme Diawara le disait tout à l'heure, les choses doivent continuer. Il ne faut pas que le MOC ou tous les autres mécanismes s'arrêtent à ce niveau, mais il est important de prendre en compte leur opérationnalisation. Merci Baba. Alors très rapidement, voilà. Il nous reste 1 minute. Voilà, moi je pense qu'il faut que les Maliens, nous sommes vraiment, et je suis désolé de le dire et mon discours ne plaît pas, parce que quand on dit monsieur le ministre alors qu'il n'est pas, il est ancien ministre, quand il y a le discours politique et le discours politique n'est pas sûr. Je vous rappelle qu'on appelle un ancien ministre. Voilà, un ancien ministre, vraiment un ancien professeur. Ce n'est absolument pas un discours exactement, politique. C'est un signe de respect, mais je vais vous dire. Ce n'est pas un discours politique. Voilà, c'est un discours politique, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est ce qu'on entend partout. Vous savez, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, partout en Syrie, il y a l'exemple. Pour combattre des terroristes, il faut utiliser la force militaire. Et les Russes sont en train de nous donner de bons exemples. Le Mali ne pourra jamais vaincre ces gens-là avec le MOC, c'est-à-dire qu'en utilisant la poésie, etc., ou bien le discours politique. Il faut juste éviter, en appliquant la force, de violer les règles pour lesquelles on se prétend être moralement meilleur que nous. Il n'y a pas de morale. C'est ça qui est important. Monsieur Diouari, il n'y a pas de morale dans cette guerre. Le massacre de Gao, le massacre des camps d'Agarok, beaucoup de massacres, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de moral. L'armée doit utiliser. Le bâton parachute n'a jamais été utilisé. Que deviendrons-nous justement sans morale? Est-ce qu'on pourrait... Non, c'est pas qu'il n'y a pas de morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous savez, aujourd'hui, à midi, entre 10h du matin et midi, il y a eu l'attaque de Nous avons un adage qui dit que quand l'âne vous tape avec son pied et que vous lui répondez avec votre pied, vous devenez pareil que lui. Merci monsieur. Ceci met fin à notre émission
d'aujourd'hui. Merci donc à vous messieurs, merci à Manga Dambélé d'avoir été avec nous, merci à vous Alassane Gaoukoué, merci Mamadou Diouara, merci Baba Dakono. Retrouvez cette émission sur www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Sedumbo, régie vidéo Nuhundjire, je suis Ousmane Diadje Touré. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.